Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes en direct au moulin de la Blise. Alors là, je vais vous montrer un peu le moulin de la Blise. Un peu quand il commence à faire nuit. Et je vais un peu vous montrer après les illuminations qui sont de l'autre côté. Et les fleurs d'automne qu'ils ont mis. Ce qu'elle est vraiment magnifique. Alors là, je vais un peu vous montrer les fougères et tout ce qui a été coupé jusqu'à l'année prochaine au printemps. Ce qu'elle est vraiment magnifique. Alors là, vous pouvez voir qu'ils ont déjà coupé les fougères pour l'année prochaine pour qu'ils repoussent, ce qu'elle est vraiment magnifique. Alors là, vous pouvez déjà voir les jolies feuilles jaunes de l'arbre qui commencent à tomber, ce qu'elle est vraiment magnifique. Et là, je vous montre le tunnel de feuilles, qu'elle est vraiment magnifique.
Et là, je vais même vous montrer un peu le petit pont en pierre qui a l'air vraiment magnifique. Il se trouve juste là, ce qu'elle est vraiment jolie. Et là, vous pouvez déjà voir pas mal de feuilles qui sont tombées par terre depuis cet automne, ce qu'elle est vraiment magnifique. Et là, vous voyez déjà la lumière qui vient de s'allumer pour illuminer le chemin, ce qu'elle est vraiment magnifique. Et là, vous pouvez même voir une jolie haie qui a été taillée, ce qu'elle est vraiment magnifique. Et là, vous pouvez aussi voir un joli lampadaire illuminé, ce qu'elle est vraiment magnifique.
Et là, vous pouvez même voir des jolies fleurs, qu'elle est vraiment magnifique. Et là, je vais encore vous montrer la cascade de la Blise, où ils ont enlevé le tronc d'arbre. Et là, vous pouvez voir la cascade de la Blise, où ils ont enlevé le tronc, et qui a vraiment bien remonté, et qui coule bien, ce qu'elle est vraiment magnifique. Alors là, nous allons monter au deuxième étage. Et je vais vous montrer toutes les décorations du deuxième étage, ce qu'elle est vraiment magnifique. Alors là, nous sommes au deuxième étage. Oh. Et je vous montre déjà tous les jolis décos qu'ils ont mis, qu'elle est vraiment magnifique. Et là, vous pouvez même voir une genre de décoration comme un cigare, qu'elle est vraiment magnifique.
Et là, nous allons descendre à l'étage du dessous pour vous montrer tout ce qu'il y a encore au premier étage. Voilà, je vous montre tout ce qui est du premier étage et qu'elle est vraiment magnifique. Voilà, nous allons reprendre l'ascenseur pour descendre. Fermeture des portes. Rez-de-chaussée. Et là, nous allons vous montrer le texte du moulin de la Blise.
traversée par une rivière navigable, Sarreguemines était faite pour la révolution industrielle. Dès l'aube du XIXe siècle, les propriétaires fonciers et les paysans ont répondu à l'appel des machines à vapeur. Ils sont devenus capitaines d'industrie et ouvriers. Ensemble, ils ont créé la faïencerie de Sarreguemines. L'organisation paternaliste des familles dirigeantes successives et le savoir-faire des ouvriers, la prospérité puis le déclin économique de la faïencerie ont profondément marqué la ville et ses habitants. Dans ce moulin, les hommes et les femmes de Sarreguemines ne nous transmettent pas seulement la mémoire de leur travail et de leur technique. Ils nous donnent à voir le récit d'une histoire industrielle moderne. En 1825, Paul Schneider, le directeur de la faïencerie en pleine expansion, achète un petit moulin situé sur les bords de la Blése. Bientôt, il le convertit en moulin à cailloutage et le spécialise dans la fabrication de pâtes à faïence. En 1841, son successeur, Alexandre de Galguer, obtient l'autorisation d'y établir une turbine. En 1851, le bâtiment est prolongé pour y installer une seconde turbine qui remplace la vieille roue à eau. Depuis cette époque, il y a un siècle et demi, le moulin de la Blése n'a plus changé d'aspect. Construit en pierre de taille sur 3 étages, le bâtiment mesure 44 mètres de long et 10 mètres de large. L'intérieur est peu cloisonné. Chaque étage forme un grand hall ouvert. Habité par le vacarme incessant d'une forêt de courroies et d'arbres de transmission, le moulin captait l'énergie de la rivière et la guidait jusqu'en haut du bâtiment. La matière première suivait son chemin le long du même enchevêtrement complexe. Puis, comme si elle avait été digérée par cette énorme machinerie, elle redescendait au travers des différentes étapes d'affinage. À la sortie du moulin, la matière transformée suivait le chemin de fer jusqu'à une péniche qui l'emportait ensuite vers les ateliers de fabrication. Pour compenser la faiblesse du courant, les turbines étaient de grande dimension. Tapie dans l'ombre des sous-sols, elle fournissait toute son énergie au moulin. Avec l'intermédiaire d'un engrenage conique, la force motrice était distribuée par un arbre de transmission horizontale. Ensuite, un système complexe d'engrenages, de courroies et d'arbres répartissait l'énergie entre les machines. Vers 1900, le moulin a été électrifié. Un alternateur a été raccordé à la transmission centrale par un système de courroies et de renvoi. Les matières premières arrivaient au moulin dans de petits wagons en suivant des passerelles. Une passerelle reliait le premier étage à la bâtisse ouverte abritant le four à calciner et la meule verticale à galets. L'autre passerelle reliait le deuxième étage au hangar de stockage. Des monts de charge rudimentaires, construits en bois et en caillage, permettaient d'acheminer des wagonnets entre les étages. Dans le grand hall du premier étage, des broyeurs de type Halsing écrasaient finement les matières premières. Ils étaient actionnés par un système de chaînes ou de courroies en cuir reliées à la transmission centrale. On les remplissait par gravité à travers des trémies situés à chaque étage. Au second étage, les wagonnets circulaient sur des rails de codine. De forme trompédique, ils se vidaient dans les broyeurs par un tiroir amovible. Une citerne, alimentée par une pompe, fournissait de l'eau au broyeur. Au rez-de-chaussée, deux meules verticales reposant sur le sol en pierre maçonnée broyaient le biscuit et le feldspath.
À la sortie des meules, les matières tombaient sur une couronne en bois, puis dans des godets qui les déposaient sur un grand tamis tremblant. Les produits fins tombaient directement dans un wagonnet, alors que les morceaux mal concassés retombaient sur la meule. Les meules étaient alimentées en énergie par un système d'engrenage, de poulies et de courroies. Près de la meule, un broyeur à mâchoire assurait un premier concassage des blocs de feldspar. Toujours au rez-de-chaussée, on préparait des émous avec 4 petits broyeurs à zinc, reliés à la transmission centrale par des courroies. À proximité, un filtre presse permettait de raffermir les couleurs avant leur transport vers les autres usines de la faïencerie. Aujourd'hui, le moulin réunit tous les aspects de la fabrication de la faïence, alors qu'à l'époque de sa pleine activité, il en constituait seulement une étape. Ainsi réaménagé, il nous raconte une histoire de terre et de feu, pleine de savoir-faire et de passion, celle des hommes et des femmes de la faïencerie de Sarreguemines. Alors là, nous allons vous mettre le texte en allemand. Saargemünd war, als Grenzstadt und von einem schiffbaren Fluss durchquert, für die industrielle Revolution wie geschaffen. Ab Beginn des 19. Jahrhunderts sind die Grundbesitzer und die Landbevölkerung dem Lockruf der Dampfmaschinen gefolgt. Sie wurden Industrielle und Arbeiter. Zusammen haben sie die Fayence-Manufaktur zu Saargemünd geschaffen. Die patriarchalische Organisation der Familien, die nacheinander die Leitung übernahmen, und das Know-how der Arbeiter, der Aufschwung und danach der wirtschaftliche Rückgang der Fayence-Manufaktur haben die Stadt und ihre Einwohner stark geprägt. In dieser Mühle vermitteln uns die Männer und Frauen aus Saargemünd nicht nur die Erinnerung an ihre Arbeit und ihre Techniken, sondern erzählen uns die Entstehungsgeschichte einer modernen Industrie. Im Jahre 1825 kaufte Paul Utzschneider, der Direktor der in vollem Aufschwung befindlichen Fayence-Manufaktur, eine kleine, an den Ufern der Wies gelegene Mühle. Sehr bald wandelte er sie in eine Steinmühle um und richtete sie besonders für die Herstellung von Keramikmassen ein. Im Jahre 1841 erhielt sein Nachfolger Alexandre de Geiger die Genehmigung, dort eine Turbine einzubauen. 1851 wurde das Gebäude erweitert, um eine zweite Turbine einzubauen, die das alte Schaufelrad ersetzte. Seit dieser Zeit, vor 1,5 Jahrhunderten, hat die Bliesmühle ihr Aussehen nicht mehr verändert. Das dreistöckige Bruchsteingebäude weist eine Länge von 44 Metern und eine Breite von 10 Metern auf. Innen gibt es wenig Zwischenwände. Jedes Stockwerk besteht aus einer großen offenen Halle. Erfüllt vom unaufhörlichen Lärm der zahllosen Antriebsriemen und Wellen, gewann die Mühle die Energie aus dem Fluss und leitete sie bis ins oberste Stockwerk des Gebäudes. Der Rohstoff nahm ebenfalls seinen Weg durch dieses Labyrinth nach oben, um dann, als ob er von dieser gewaltigen Maschinerie verschluckt würde, über die verschiedenen Verarbeitungsphasen wieder nach unten zu gelangen. Nach dem Verlassen der Mühle wurde der veredelte Stoff mit der Eisenbahn zu einem Lastkahn befördert, der ihn danach zu den Produktionsstätten brachte. Um die geringe Stromstärke auszugleichen, waren die Turbinen sehr groß. Im dunklen Keller versteckt, lieferten sie der Mühle ihre ganze Energie. Mittels eines Kindelradgetriebes
wurde die Kraft entlang einer horizontalen Antriebswelle verteilt. Danach verteilte ein komplexes System von Getrieben, Riemen und Wellen die Energie auf die Maschinen. Um 1900 wurde die Mühle elektrifiziert. Über ein System von Riemen und Umlenksteinen wurde ein Wechselstromgenerator an den zentralen Antrieb angeschlossen. Die Rohstoffe kamen in kleinen Waggons über Stege in der Mühle an. Ein Steg verband das erste Stockwerk mit dem offenen Gebäude, das den Kalzinierofen und den Kollergang beherbergte. Der andere Steg verband das zweite Stockwerk mit den Lagerschuppen. Primitive Lastenaufzüge, die aus Holz und Gittern gebaut waren, ermöglichten die Beförderung der Rollwagen zwischen den einzelnen Stockwerken. In der großen Halle im ersten Stock zerkleinerten Trommellastmühlen die Rohstoffe sehr fein. Sie wurden über Ketten oder Lederriemen, die mit dem Hauptantrieb verbunden waren, angetrieben. Befüllt wurden sie unter Ausnutzung der Schwerkraft über Trichter, die in jedem Stockwerk angebracht waren. Im zweiten Stock liefen die kegelstummförmigen Rollwagen auf Depotbeschienen und entleerten sich durch ein ausziehbares Schubfach in die Trommellastmühle. Eine pumpengespeiste Zisterne versorgte diese Mühle mit Wasser. Im Erdgeschoss zerkleinerten zwei Kollergänge, die auf einer gemauerten Grundplatte ruhten, die Scherben und den Felsspan. Nach dem Verlassen der Kollergänge fielen die Materialien auf eine Holzkrone und danach in Behälter, die sie in ein großes kegelstummförmiges Sieb entluden. Die fein zerkleinerten Produkte fielen direkt in einen Rollwagen, wohingegen die schlecht zerkleinerten Stücke wieder vor die Läufer fielen. Die Kollergänge wurden über ein System von Getrieben, Riemenscheiben und Riemen mit Strom versorgt. In der Nähe der Kollergänge ermöglichte ein Backenbrecher ein erstes Zerkleinern der Feldsparblöcke. Immer noch im Erdgeschoss waren 4 kleine Trommellastmühlen über Riemen mit dem Hauptantrieb verbunden. Sie dienten der Zubereitung der Glasur. In der Nähe sorgte eine Filterpresse für die Entwässerung der Farben vor ihrer Beförderung in die anderen Werke der Fayencemanufaktur. Heute beherbergt die Mühle alle Phasen der Herstellung, während in ihrer Blütezeit hier nur eine der Fertigungsetappen vor sich ging. Die Mühle, die auf diese Art wieder ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt wurde, erzählt uns eine Geschichte von Erde und Feuer, reich an Wissen und voller Leidenschaft, die Geschichte der Männer und Frauen aus der Fayencemanufaktur Saargemünd. Voilà, nous allons encore un peu nous promener au moulin de la Brise quand il fait un peu nuit, pour que je peux vous montrer comment que c'est. Quand il fait vraiment bien nuit, ce qu'elle est vraiment magnifique. Alors là, vous voyez des jolis reflets de la cascade en blanc. Vraiment une jolie, comme une genre de couleur blanche, ce qu'elle est vraiment magnifique.
Voilà, aussi vous pouvez voir un joli lampadaire qui fait illuminer sur les arbres, ce qu'elle est vraiment magnifique. Et comme vous pouvez voir, partout les lumières se sont allumées. Pour les gens qui veulent encore un peu voir comment c'est la nuit, ce qu'elle est vraiment magnifique. Alors même là, vous pouvez voir qu'il y a une lumière illuminée. Alors je peux un peu vous la montrer. Elle est juste là. Ce qu'elle est vraiment magnifique. Et là, vous pouvez même voir le genre de tunnel qui est illuminé encore. Ce qu'elle est vraiment magnifique. Et là, je vous montre aussi encore les jolis lampadaires qui sont illuminés. Ce qu'elle est vraiment magnifique.
Et là aussi, vous pouvez voir une genre de lumière rouge qui est éclairée, ce qu'elle est vraiment magnifique. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Likez, commentez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.